La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la visite au Togo du président de la transition au Mali, Bandao, une visite d'amitié et de travail qui traduit l'excellence des relations entre Lomé et Bamako. Le film complet des activités du président Bandao dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également de l'allègement de la charge fiscale sur l'importation des véhicules, tout sur cette nouvelle orientation du gouvernement. Dans un instant avec Lucassi. Un mot enfin sur le 21e anniversaire de la décision de Yamoussoukro. Le Togo célèbre l'événement qui permet un ciel ouvert concernant la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le président de la transition au Mali, Bandao, est depuis ce matin en visite de travail et d'amitié au Togo. À son arrivée à Lomé, il a été accueilli par le chef de l'État togolais Faure Essosim Gnassingbé, suivi de tête-à-tête entre les deux hommes d'État. Le résumé avec Ramdan Bassina. L'excellence des relations entre le Togo et le Mali justifie cette visite d'amitié et de travail du président de la transition malienne, Bandao. Accueilli par le chef de l'État, Faure Essosim Gnassingbé, à son arrivée à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, les deux hommes d'État entendent raffermir les liens d'amitié et de coopération qui unissent le Togo et le Mali. Cette visite sera aussi une occasion d'échanger sur la transition malienne. Bandao a cette lourde charge de mener la transition conformément à la feuille de route de la CEDEAO. Pour l'heure, il est question pour Bamako et Lomé de parler de paix, d'amitié, de coopération et de sécurité dans la sous-région. Le Togo est présent au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA. Direction à présent le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix des forces armées togolaises où cet après-midi le président de la transition au Mali Bandao et le chef de l'État togolais Faure Essosim Gnassingbé étaient en visite pour apprécier le travail fait sur place à travers différentes installations du centre. Le point de la visite dans ce compte rendu d'Augustin Kossi. Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix des forces armées togolaises. Troupes et gardes d'honneur au pas pour souhaiter la bienvenue à Bandao, président malien de la transition. Le chef de l'État malien est accueilli par son hôte, le président de la République, Faure Essosim Gnassingbé. Moment solennel marqué par les hymnes des deux États. Après les honneurs militaires, l'actuel locataire du palais de Koulouba au Mali a suivi une présentation sur le fonctionnement du centre. Un centre réputé dans la formation des forces de l'ordre et de la défense en vue de leur déploiement sur les différents théâtres d'opérations internationales, Ménaka, Sévaré et bien d'autres. Les différentes installations de ce centre d'excellence sous-régional ont également retenu l'attention du chef de l'État malien. Quelques moments d'échange avec les hauts responsables des forces armées togolaises ont sans doute permis aux deux chefs d'État de mesurer l'importance de ce qui s'y fait. Bandao n'a pas manqué non plus de signer le livre d'or avant de prendre congé du site où sont formés ceux et celles qui œuvrent pour le maintien de la paix à travers le monde.
À noter également que le président de la transition malienne a eu en fin d'après-midi un entretien en tête-à-tête avec le président de la République togolaise Faure Sozimna Gnassingbé. Les discussions sont doute portées sur les relations bilatérales, le développement, la coopération et la promotion de la paix dans la sous-région. La suite de votre édition avec le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est réuni hier au palais de la présidence togolaise. Le Conseil, sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a examiné un avant-projet de loi et un projet de décret. Écoutez, 3 communications. Le point avec le ministre porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Compte-rendu du Conseil des ministres du 12 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil a observé 1 minute de silence en mémoire de l'ancien président de la République, sœur du Ghana, Jerry John Rawlings, dont le décès a été annoncé dans la matinée. Le Conseil a examiné ensuite un projet de loi et un décret et écouté 3 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de finances gestion 2021 qui porte sur la budgétisation des engagements de la feuille de route du gouvernement traduite dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Pour ce budget 2021, notre pays maintiendra une stratégie budgétaire prudente dans un contexte marqué par des incertitudes nées de la pandémie à coronavirus, avec ses conséquences socio-économiques sans précédent. 20 milliards de francs CFA restent mobilisés pour faire face à cette situation. La loi de finances gestion 2021 traduit la mise en œuvre intégrale du budget programme qui se matérialise d'une part par la déconcentration de la fonction d'ordonnancement et d'approbation des marchés publics, ainsi que le renforcement du rôle des contrôleurs financiers, des responsables de programme, des planificateurs et du suivi-évaluation pour une plus grande efficacité et efficience dans la gestion des ressources budgétaires axées sur les résultats. Et, d'autre part, il engage la responsabilité accrue de ces ordonnateurs soumis désormais aux règles de la comptabilité publique et leur redevabilité devant la Cour des comptes. Tenant compte du contexte économique avec l'impact négatif de la crise sanitaire, l'État a maintenu ses engagements. Ainsi, le projet de budget exercice 2021 consacre aux secteurs sociaux, y compris la protection sociale, un montant de 445,1 milliards de francs CFA contre 401,7 milliards de francs CFA dans le budget 2020, soit une hausse de 10,8% par rapport à l'année 2020. La part relative de ces secteurs dans le projet de budget exercice 2021 est de 53,7% des crédits budgétaires contre 52,9% dans le budget 2020. Cet effort permettra de mettre en œuvre les ambitions de l'axe numéro 1 de la feuille de route 2020-2025 visant à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale en mettant en œuvre des projets comme l'accès universel aux soins, incluant une protection sociale pour tous et le rapprochement des centres de santé des populations. Au plan sectoriel, les orientations de la loi de finances s'articulent autour des secteurs suivants: agriculture, santé, éducation, énergie et eau, économie numérique, sécurité et défense. Concernant l'agriculture et l'agro-industrie, un montant de 65,7 milliards de francs CFA est consacré à ce secteur, soit 8,4% du montant alloué aux ministères et institutions. Ce montant vise à catalyser les investissements privés dans ce secteur. En effet,
le rôle des acteurs publics sera de créer des conditions comme l'aménagement des terres, la fourniture d'intrants améliorés, afin d'attirer plus de financements privés pour la transformation de notre agriculture. Pour faciliter l'accès au marché et le désenclavement des zones rurales, tel que prévu par la feuille de route 2020-2025, une enveloppe de 9 milliards de francs CFA est allouée à la construction et à l'aménagement des pistes rurales. Au regard des efforts de modernisation déjà consentis par le gouvernement, des actions seront orientées vers un meilleur accès au financement des agriculteurs pour booster la production et encourager la consommation locale, l'intensification de la recherche agricole, la mécanisation, l'utilisation des engrais, le développement des chaînes de valeurs agricoles et l'émergence d'agro-entrepreneurs. Concernant le secteur de la santé, des mesures seront prises pour consolider le plan national de développement sanitaire. Pour améliorer la couverture sanitaire du territoire, il est prévu notamment de renforcer les infrastructures et le plateau technique des hôpitaux et centres de santé régionaux et préfectoraux. Les programmes de gratuité seront renforcés avec la prise en charge des soins de santé pour les femmes enceintes, qui sont un important socle de notre protection sociale. Pour concrétiser ces ambitions, un crédit de 77,9 milliards de francs CFA, soit 10% du montant alloué aux ministères et institutions, est affecté à ce secteur au titre du budget 2020-2021. Dans le secteur de l'éducation, les mesures porteront entre autres sur la poursuite de la construction des salles de classe accessibles à tous, le recrutement et la formation des éducateurs, ainsi que l'orientation de l'enseignement supérieur vers les besoins du marché du travail. Dans ce secteur également, l'État fera appel à des partenariats publics-privés afin d'accélérer la construction des infrastructures scolaires. Pour ce faire, un montant de 195,5 milliards de francs CFA, soit 25,1% de la dotation des ministères et institutions au titre du budget 2021, est alloué à ce secteur. S'agissant du secteur de l'énergie, la politique énergétique d'extension de l'électrification se poursuivra. À moyen terme, elle permettra de réduire la dépendance en matière d'approvisionnement et favoriser l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. L'eau potable des populations constitue également une priorité. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des programmes de construction de mini-adductions d'eau potable et des programmes d'hydraulique villageoise avec pour objectif d'atteindre un taux de desserte moyen de 80% en milieu urbain ou rural. Pour la mise en œuvre des actions prévues dans ce secteur, 65,9 milliards de francs CFA, soit 8,2% du budget alloué aux ministères et institutions, seront mobilisés. Concernant l'économie numérique, le Togo ambitionne de faire du numérique un véritable levier de la modernisation de l'économie et de la société dans son ensemble. Dans ce domaine, la mise en œuvre de l'identification biométrique permettra d'accélérer la formalisation de nombreux acteurs économiques et renforcera l'accès aux services sociaux. L'enveloppe budgétaire allouée à ce secteur en 2021 s'élève à 25,5 milliards de francs CFA, soit 3,3% des crédits affectés aux ministères et institutions. S'agissant de la défense et de la sécurité, le gouvernement poursuivra les actions d'urgence sécuritaire en vue de renforcer la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Pour ce faire, il est prévu une allocation budgétaire de 82,5 milliards de francs CFA, soit 10,6% du total des crédits alloués aux ministères et institutions. En ce qui concerne les allègements fiscaux, et afin d'encourager le dynamisme du secteur privé, l'allègement de la charge fiscale sera poursuivi
notamment en matière d'immatriculation des immeubles, en maintenant la base des droits d'enregistrement et d'immatriculation de 5% à 1,5% et en l'élargissant à l'immatriculation des immeubles suite aux échanges qui s'analysent fiscalement comme une vente dont le paiement est en nature. Cet allègement vise également l'exonération de droits de main levée et de radiation des hypothèques. Par ailleurs, il est proposé la réduction du plancher de la taxe professionnelle unique TPU du régime déclaratif. Enfin, au regard des résultats encourageants liés à l'exonération, à l'allègement de la charge fiscale, droits de douane et TVA, sur l'importance des véhicules électriques, hybrides et neufs d'une durée inférieure à 5 ans, la mesure sera reconduite pour 2020-2021. Les grandes masses de la loi de finances exercice 2021 se présentent ainsi comme suit. Les recettes budgétaires enregistrent une baisse de 27,1 milliards de francs CFA pour s'établir à 839,6 milliards de francs CFA, soit une baisse de 3,1% par rapport au budget 2020. Cette baisse est portée essentiellement par les dons programmes qui ont diminué de 78,6%. Au total, le budget de l'État qui ressort du projet de loi de finances exercice 2021 est projeté à 1 521,6 milliards de francs CFA en charges et ressources contre 1 638 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2020, soit une baisse de 7,1%. Enfin, il est à noter que dans le contexte de crise décrit ci-dessus, la politique de réduction des dépenses de l'État engagée en 2018 s'est davantage accentuée en 2021 avec un abattement de 20%, soit 11 milliards de francs CFA, sur les crédits de fonctionnement de tous les ministères et institutions afin de financer une partie des projets et réformes contenus dans la feuille de route du gouvernement et répondre aux besoins sociaux. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale d'identification, ANID, qui a pour but de faciliter la fourniture des services publics et sociaux par l'immatriculation biométrique des populations. Partant du constat selon lequel les mécanismes existants d'identification, notamment les domaines financiers, sociaux et sécuritaires, restent perfectibles, il est apparu primordial de faire recours à un dispositif innovant en matière d'identification. Pour cela, le gouvernement s'est orienté vers la numérisation de l'identité des personnes physiques qui concourent à la dématérialisation des services publics. L'Agence nationale d'identification est ainsi créée à cet effet et placée sous l'autorité de la présidence de la République avec la tutelle technique des ministères chargés de l'économie numérique et de la sécurité. Également, l'agence participe de manière significative à la définition de la politique et des orientations stratégiques de l'État en matière d'identification biométrique et est chargée de leur mise en œuvre. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la carte des scores du Millennium Challenge Corporation 2021, présentée par le coordonnateur national de la cellule du Millennium Challenge Corporation. Le Millennium Challenge Account, MCA, fonds géré par l'agence américaine Millennium Challenge Corporation, a pour objectif de réduire la pauvreté en favorisant la croissance économique. Sur la carte des scores 2021, le Togo éligible au MCA confirme davantage son statut de pays réformateur et valide 15 indicateurs sur 20. Les indicateurs validés sont relatifs
à la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Rappelons que la performance du Togo sur les indicateurs de la MCC a connu une amélioration constante d'année en année, passant de 7 indicateurs en 2015 à 15 indicateurs cette année. Le Togo se classe ainsi deuxième meilleur réformateur sur les 25 pays éligibles cette année. Le Conseil a saisi cette occasion pour adresser ses félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le leadership dynamique avec lequel il inscrit notre pays sur la voie des réformes. Le Conseil a également encouragé et félicité tous les acteurs, les agents du secteur public, les acteurs du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les acteurs du monde du média pour leur implication dans ce processus couronné de succès. La seconde communication, relative à la reprise du processus de recrutement du personnel dans les secteurs de l'éducation et de la santé, présentée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, a pour objet de relancer 2 concours de recrutement ouverts en janvier et février 2020 et suspendus en raison des restrictions engendrées par la pandémie à coronavirus. Il s'agit du concours de recrutement de 2050 enseignants fonctionnaires du primaire et du secondaire général pour le compte du ministère des enseignements primaires et secondaires, en plus d'un concours de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical, administratif pour le compte du ministère de la Santé à raison de 667 personnes au total. Afin de satisfaire le besoin en ressources humaines, il convient de relancer ces processus de recrutement dans les secteurs de la santé et de l'éducation, tout en veillant au respect des dispositions et mesures barrières pour faire face à la pandémie. La troisième communication, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, porte sur les mesures prises par le gouvernement en faveur des agents de santé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 4 séries de dispositions ont été prises en faveur du personnel de santé. La mise à disposition du matériel de protection, une assurance COVID-19 déjà effective d'un montant de 330 millions déjà versés à ce titre, couvrant les risques d'essai et incapacité temporaire de travail, le renforcement du personnel à travers un plan de redéploiement et de déconcentration, la formation et la motivation du personnel. Concernant la formation, elle démarre déjà dès la semaine prochaine et vise à mettre à niveau le personnel de santé et à renforcer ses capacités pour lui permettre de répondre efficacement à la pandémie de la COVID-19. Concernant les primes du personnel affecté aux activités liées à la lutte contre la COVID-19 et qui n'ont pas encore été réglées du fait de l'absence ou du retard dans la collecte des justificatifs administratifs, le Conseil demande aux directeurs régionaux de la santé d'agir avec célérité dans la production et la remontée des justificatifs. Pour les agents dont les justificatifs sont disponibles, le Conseil a donné instruction que des dispositions soient prises afin de leur permettre de rentrer immédiatement dans leurs droits. Par ailleurs, le concours de recrutement d'agents de santé à la fonction publique, initialement prévu en avril 2020 et suspendu pour cause de COVID-19, aura lieu dans les semaines prochaines. Le Conseil a saisi cette occasion pour renouveler ses encouragements et félicitations au personnel soignant. Leur dévouement depuis le début de la crise a été fortement utile. Fait à Lomé le 12 novembre 2020, le Conseil des ministres.
Et vous venez de suivre à l'instant le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, le ministre Imoa, qui dressait le compte-rendu du Conseil des ministres tenu hier. Après ceci, place aux questions de journalistes présents pour le point de presse, histoire de mieux comprendre certaines décisions prises lors du Conseil des ministres. Un extrait à présent. Et on revient juste après, en fin d'édition. La première question que vous posez relative à la stratégie budgétaire prudente. Il ne vous a pas échappé que nous évoluons dans un contexte depuis le début de l'année 2020 qui est marqué essentiellement par la pandémie à coronavirus et que ce contexte impacte énormément les recettes de l'État et donc d'une certaine manière indirectement les dépenses qui sont prévues au regard des recettes qui étaient espérées dans le budget 2020. Sur 2021, nous tirons les conséquences et les leçons de cet exercice budgétaire 2020 et nous disons que pour l'instant, nul n'a encore la projection sur la fin probable de cette pandémie. Il est donc nécessaire que les finances publiques soient gérées avec prudence. Et l'objectif principal, c'est de rester stable, de faire en sorte que notre cadre macroéconomique reste stable et que dans les dépenses, nous ne puissions pas aggraver, si vous voulez, un déficit budgétaire compte tenu du contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Place à présent au dossier de cette édition, un sujet qui nous renseigne de la volonté des plus hautes autorités du Togo d'alléger la charge fiscale sur l'importation des véhicules. Le Togo ainsi s'engage à renouveler son parc automobile national. Lucassi nous fera comprendre que les résultats enregistrés lors de la phase pilote du projet encouragent aujourd'hui le gouvernement à aller plus loin. Reportage. Un abattement sur la valeur en douane de 100% pour les véhicules neufs ou hybrides, 90% pour les autres véhicules, 50% pour les véhicules usagés de moins d'1 an à 2 ans d'âge, 35% pour les véhicules usagés de plus de 2 ans à 5 ans d'âge. C'est là l'une des mesures fiscales incitatives à l'achat de voitures neuves au Togo. Le gouvernement envisage de proroger ces mesures en 2021 après une phase pilote cette année. C'est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres. C'est depuis janvier dernier qu'un arrêté a été pris pour fixer les modalités pratiques d'octroi des avantages fiscaux et douaniers. Ceci en accord avec la mesure visant à exclure du parc automobile national les voitures trop polluantes. En plus de l'abattement sur la valeur en douane, d'autres mesures sont mises en branle pour le renouvellement du parc automobile national. Il est question d'une exonération du prélèvement national de solidarité, de la taxe sur la valeur ajoutée TVA perçue au cordon douanier et d'une dispense du prélèvement au titre d'acompte, catégorie de revenus d'affaires perçus aussi au cordon douanier. Au cours de la phase pilote, les véhicules de transport de marchandises et de personnes ayant 5 ans d'âge ont été également touchés par ces mesures fiscales et douanières, tout en sachant que ces avantages ne sont pas cumulables avec ceux précédemment appliqués aux véhicules importés dans le contexte des régimes spéciaux. La phase pilote a donné des résultats concluants. Résultats qui ont amené le gouvernement à reconduire la baisse des droits de douane en 2021. D'un projet à caractère social à un autre, ici le PNUD s'illustre à travers le projet dénommé Fonds d'aide d'urgence aux micro, petites et moyennes entreprises. L'idée est d'accompagner ces jeunes entrepreneurs en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Les détails sur le projet dans ce reportage de Clarisse Aticlé. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD apporte son soutien aux micro, petites et moyennes entreprises MPME, principalement celles qui sont touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces entreprises, une cinquantaine au total, seront subventionnées par un montant de 350 millions de francs CFA grâce au projet Fonds d'aide d'urgence aux MPME. Ce projet pilote porte sur 3 principaux volets sur lesquels 3 structures vont accompagner les entreprises, notamment pour l'accès au microcrédit, la formation en éducation financière et le développement des solutions digitales innovantes. Nous avons l'expertise dans le domaine de la digitalisation. Donc nous avons retenu que nous puissions accompagner les structures microfinance, les micro et petites entreprises à pouvoir tenir la comptabilité, à gérer leur stock, à gérer leur immunisation et à gérer leurs ressources humaines.
La pandémie de Covid-19 a pratiquement mis à genoux les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser considérablement. On note jusqu'à plus de 34% des entreprises du secteur privé togolais qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de plus de 75%. Le PNUD veut donc contribuer au relèvement de ces entreprises. Nous veillerons à ce que ces entreprises soient sélectionnées selon un processus transparent. Tout cela dépend des critères et de la viabilité, la durabilité de ce que ces entreprises font. Maintenant, dépendamment des secteurs, si on prend par exemple le secteur du tourisme, tout le monde sait qu'il est un peu plus à l'agonie que d'autres. Donc l'agriculture, les gens ont pu peut-être faire des efforts pour avancer mieux. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être pris en compte par le comité de sélection le moment venu. Qu'elles soient du secteur du tourisme, de l'agriculture ou du commerce, les entreprises seront sélectionnées à l'issue d'un appel à proposition par rapport aux impacts de la crise sur ces dernières. Le projet d'aide d'urgence aux micro, petites et moyennes entreprises va se dérouler sur 6 mois, de novembre 2020 à avril 2021, avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies. Et que vous rappelle la déclaration de Yamoussoukro sur l'accès au marché du transport aérien en Afrique. Et oui, les pays africains engagés dans ce marché du transport aérien célèbrent demain le 21e anniversaire de cet appel. Et en prélude à cette célébration, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a représenté le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, à travers une visioconférence entre les États membres pour faire le point des efforts enregistrés et se lancer de nouveaux défis. Le point avec Gérald Agoudou. En 2018, l'Assemblée générale de l'Union africaine a adopté le marché unique du transport aérien africain MUTA pour concrétiser la décision de Yamoussoukro. Et le choix est porté sur le chef de l'État togolais, Faure Sozimna Gnassingbé, pour son leadership. Ce leadership du président de la République correspond à la vision de faire du Togo un hub logistique tel que mentionné dans la feuille de route 2020-2025. À cette visioconférence, le Premier ministre Victoire Sidémého Toméga Dogbe, chef du gouvernement représentant le président de la République, a mis en exergue les actions menées et a mesuré la taille des défis à relever. Ceci pour alimenter les réflexions à l'occasion du 21e anniversaire de la journée de la décision de Yamoussoukro le 14 novembre de chaque année. Un anniversaire placé cette année sous le thème mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro, de l'opérationnalisation de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, agence d'exécution de la décision de Yamoussoukro et des différents leviers du développement durable du transport aérien en Afrique, le chemin parcouru. Je suis heureuse de constater que 44 États africains ont signé la décision de Yamoussoukro et 34 ont signé le MUTA. Et il convient de signaler que tous les États membres de la CEDEAO ont adhéré au marché unique du transport aérien africain. Nous sommes unanimes à reconnaître que la situation reste difficilement tenable pour l'ensemble des compagnies dans le monde et que celles opérant en Afrique en souffrent encore plus. Et cette crise nous rappelle la nécessité d'une mise en œuvre entière de la décision de Yamoussoukro pour renforcer la compétitivité et la résilience du transport aérien sur notre continent. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les autres pays du continent africain à adhérer au MUTA afin d'assurer la mise en œuvre de ce projet phare de l'agenda V63. Sans transition, le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé concrétise son leadership en faveur du développement. De bons résultats sont atteints dans le domaine du transport aérien depuis 2018 où il était le champion désigné par ses pairs pour le marché unique du transport aérien en Afrique MUTA. Tout sur les efforts fournis par le chef de l'État togolais. Un dossier signé Gérald Agoudou. Le ciel africain progressivement réouvert aux compagnies aériennes. Les vols interafricains et intercontinentaux ont repris dans un contexte marqué par la crise liée au Covid-19.
Le MUTA, marché unique du transport aérien africain, a pesé de tout son poids en faveur de cette reprise. Le Togo, champion de l'opérationnalisation du MUTA, fait bouger les lignes. Le président de la République, Faure Issozim-Nanyasingbe, désigné par ses pairs à la tête de cette institution, poursuit sa mission de plaidoyer avec des résultats probants. Le président a été fait champion du MUTA, le marché unique du transport aérien, qui est l'agenda 2063. Quand le président prenait donc cette présidence, on était 23 États. En moins de 2 ans, aujourd'hui nous sommes à 34 États. Nous avons mis près de 20 ans pour avoir 23 États. Et en moins de 2 ans, on a eu 11 États supplémentaires. Pourquoi le MUTA? Le marché unique du transport aérien est l'agenda 2063 parce que ensemble nous serons forts. C'est-à-dire que les compagnies individuellement prises ne seront pas fortes, elles vont disparaître. Et encore, avec la pandémie du Covid-19, la coopération devient très importante et même exigeante pour lutter contre cette pandémie et ensuite faire des économies d'échelle, engager les jeunes, faire la connectivité. Notre président de la République, un leader charismatique, son objectif c'est d'amener les 55 États à être dans le MUTA. C'est la seule façon que le développement aérien en Afrique puisse prospérer. Opérationnel, le MUTA devrait aider les États membres à accroître leur PIB de 1,3 milliard de dollars, créer 155 000 emplois et réaliser une économie d'environ 500 millions de dollars en tarifs passagers. Mais au-delà, l'institution va-t-elle surmonter les défis de la connectivité sur le continent? Et dans le reste de l'actualité, l'ambassade au Togo en fin de mission a eu droit hier à un dîner d'adieu. Le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, a salué un diplomate aux valeurs multiples et qui se distingue par ses qualités. Retour sur ce dîner dans ce compte-rendu de Lucassi. Un toast en l'honneur au diplomate égyptien Hossam Hussein. En moins de 2 ans, il a contribué au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et l'Égypte, favorisé le parachèvement du projet de construction de la ferme agricole d'Abachang dans la région centrale. L'attribution des bourses et stages aux cadres et jeunes togolais des missions médicales égyptiennes au Togo font également partie de ces actions. Je dois avouer que ma mission au Togo était beaucoup plus simple. Car même avant d'arriver sur le sol togolais, j'ai découvert que les relations bilatérales entre mon pays, l'Égypte, et le Togo sont des relations exemplaires entre 2 pays en voie de développement, partageant la même affiliation continentale et affrontant des défis presque semblables. Le Togo nous offre des privilèges aériens depuis longtemps et vient de nous offrir une parcelle de terrain à Lomé en faveur de la construction des locaux de l'ambassade. Et nous travaillons ensemble au sein de plusieurs organisations multilatérales en parfaite harmonie. Je cite ces formes de coopération qui sont parmi d'autres pour arriver au point que ces relations ne sont pas liées ni aux intérêts commerciaux, ni aux conditionnalités politiques. Mais nos relations se développent dans le cadre de la fraternité africaine et montent vers l'approfondissement de l'intégration continentale. Le corps diplomatique national lui rend ici un hommage. C'est en février 2019 que Hossam Hussein a pris fonction au Togo. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Doucet, salue son travail en faveur du raffermissement de l'axe Lomé-Caire. Nous voudrions profiter de l'occasion, au nom du président de la République, le président Faure Issozim-Nanyasingbe, et de son gouvernement, vous dire officiellement que nous sommes contents de votre travail. Si nous devions vous noter, nous dirons que vous aviez eu 20 sur 20 au Togo. Vous aviez, pendant votre séjour au Togo, réussi à renforcer les relations togolo-égyptiennes. Vous êtes, cher Hossam, un diplomate
aux capacités multiples. Nous voulons le noter, votre discrétion, votre tact et la finesse sont entre autres les qualités qui vous distinguent. L'Égypte est présente au Togo sans interruption depuis 1960. La coopération entre les deux pays est diversifiée et enrichie dans les domaines de l'agrobusiness, de la formation et de l'économie. Je vous propose à présent et comme promis l'intégralité du point de presse animé juste après le Conseil des ministres. Le duo de ministres porte-parole du gouvernement était là pour répondre aux questions de journalistes. Suivez plutôt. Monsieur le ministre, je m'appelle Hugueric Johnson, je suis le directeur du journal L'Union. Alors je vais vous poser très rapidement deux petites questions. La première concerne la stratégie budgétaire dont vous avez parlé. Vous dites une stratégie budgétaire prudente 2021. Quelle connotation cela a? Est-ce que vous pourrez nous expliquer cela en français très facile? Ma deuxième question, ça concerne la réduction des dépenses du train de vie de l'État. Alors, comment cela va-t-il se concrétiser, se matérialiser? La première question que vous posez concernant relative à la stratégie budgétaire prudente. Il ne vous a pas échappé que nous évoluons dans un contexte depuis le début de l'année 2020 qui est marqué essentiellement par la pandémie à coronavirus et que ce contexte impacte énormément les recettes de l'État et donc d'une certaine manière indirectement les dépenses qui sont prévues au regard des recettes qui étaient espérées dans le budget 2020. Sur 2021, nous tirons les conséquences et les leçons de cet exercice budgétaire 2020 et nous disons que pour l'instant, nul n'a encore la projection sur la fin probable de cette pandémie. Il est donc nécessaire que les finances publiques soient gérées avec prudence. Et l'objectif principal, c'est de rester stable, de faire en sorte que notre cadre macroéconomique reste stable et que dans les dépenses, nous ne puissions pas aggraver, si vous voulez, un déficit budgétaire compte tenu du contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Naturellement, nous faisons des projections. Nous avons dit que le budget aujourd'hui est arrêté en recettes et dépenses à un peu plus de 1500 milliards. Il est évident que l'évolution de la pandémie pourrait avoir un impact sur les recettes et donc naturellement la gestion prudente des recettes qui rentreront et les dépenses au regard par rapport à l'ambition du gouvernement resteront une règle de conduite dans la gestion des finances publiques. Donc pour tenir compte globalement, si vous voulez en français facile, c'est de dire nous sommes dans un contexte de maladie qui peut avoir un impact sur les entrées d'argent pour le gouvernement et donc sur l'accomplissement d'un certain nombre de programmes. Nous devons faire attention à la manière dont nous allons aborder les dépenses pour 2021 de sorte à tenir compte de cet aléa qui nous échappe encore. Vous avez évoqué également la réduction du train de vie de l'État. Cette réduction du train de vie a commencé depuis 2018. Déjà, l'État a commencé à faire des efforts importants sur le coût du fonctionnement des différents départements ministériels et des institutions. Mais le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui a fait en sorte qu'un certain nombre de coûts ont été naturellement réduits. Parce que le contexte a empêché un certain nombre de dépenses qui sont liées à ces programmes initiaux ou à ces éléments de fonctionnement initiaux. Et donc, pour renforcer, si vous voulez, cette économie que nous devons faire sur le coût du fonctionnement des institutions publiques et dégager de l'argent pour financer des programmes sociaux, l'État a imposé un abattement de 20% sur tous les budgets, depuis le sommet jusqu'à la base. Donc, toutes les institutions ont fait une économie de 20% sur leur dotation budgétaire, de sorte à nous permettre de dégager de l'argent pour pouvoir les reverser sur des actions véritablement sociales. Il ne vous a pas échappé non plus que le programme, la déclaration de politique générale, est essentiellement axé sur l'inclusion sociale et l'harmonie sociale, la création d'emplois et la modernisation de notre pays. Et donc, ce sont trois axes qui sont fortement économiques et sociaux. Et sur ces axes-là, naturellement, il fallait faire des économies pour pouvoir trouver les moyens de financer ces actes. Et le gouvernement a fait ces efforts-là. Vous avez évoqué la question de la responsabilité des ordonnateurs. Ce n'est pas tout à fait lié à la nécessité de faire des économies. C'est une conséquence du basculement vers un budget programme. Depuis 2 ans, nous expérimentons le budget programme, mais nous avons conservé sur quelques ministères, mais nous avons conservé quand même une gestion basée sur les budgets de moyens. Alors pour dire ça tout très simplement, les budgets de moyens, ce sont des actions qui sont budgétisées et dont on espère que
la conjonction va donner un résultat. Aujourd'hui, on fixe l'objectif. Donc, c'est une gestion axée sur le résultat. On connaît le résultat d'abord, et par rapport à ce résultat, on fixe les moyens de l'atteindre. Et donc, on affecte les ressources budgétaires à permettre d'atteindre cet objectif-là. C'est pour ça qu'on parle de gestion axée sur le résultat. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quelques modalités qui changent. Le ministre des Finances était le seul ordonnateur national de tout le budget. Désormais, les chefs des institutions et les ministres peuvent engager les budgets, donc de façon déconcentrée, mais également approuver les marchés publics, jusqu'à un montant d'un peu plus de 300 millions de francs CFA. Ce qui fait que naturellement, à partir du moment où ils ont cette responsabilité personnelle sur l'engagement des crédits et l'approbation des marchés, cela entraîne la redevabilité, c'est-à-dire la nécessité de rendre compte. Et la façon de rendre compte implique leur responsabilité personnelle, mais également la possibilité de rendre compte devant la Cour des comptes. Donc voilà un peu les conséquences du basculement en budget programme qui entraîne nécessairement la responsabilité des nouveaux ordonnateurs déconcentrés et puis également la possibilité ou l'obligation de rendre compte devant la Cour des comptes. Je suis Mathieu Monzo de Radio Zéphyr. J'ai également deux questions à vous poser, monsieur le ministre. D'abord, quels sont les avantages de l'Agence nationale d'identification alors que certains Togolais réclament à corps et à cri l'établissement gratuit des cartes nationales d'identité? La seconde, est-ce que le recrutement dans le secteur de l'éducation peut résoudre le problème de manque d'enseignants? Vous parlez de 2050 enseignants, est-ce que c'est suffisant? Nous sommes un pays où le taux de fécondité est très élevé. Nous avons une démographie très dynamique. Ce qui fait que, à chaque jour, des besoins se créent. Autrement dit, 2050 aujourd'hui, dès demain, il y a de nouveaux besoins. Alors, l'État a pris le parti de procéder différemment. Aujourd'hui même, il a été présenté la politique sectorielle, le plan sectoriel de l'éducation nationale. Un plan qui permet de rentrer dans une véritable planification des recrutements avec une carte scolaire qui est établie. Si vous allez sur Internet, vous pourriez retrouver cette carte-là et qui permet de façon décentralisée d'inclure dans la gestion des effectifs, dans la création des salles, les communes, les préfectures, pour qu'on puisse anticiper sur les besoins et recruter beaucoup plus facilement les enseignants. Donc aujourd'hui, le parti qui est pris, c'est de se projeter, d'inclure dans la gestion du recrutement les communes et d'anticiper sur le recrutement. Alors, votre première question concernait l'ANID. Agence nationale pour l'identification. L'ANID est une émanation de la loi sur la biométrie. Alors, la loi sur la biométrie a pour vocation de faciliter l'identification des Togolais. Vous savez, un individu a besoin d'une identité. Lorsque vous avez une identité, vous existez dans la société. Si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas. Pour pouvoir accéder à divers services, des services sociaux, des services bancaires, il vous faut une identité. Alors le constat qui a été fait, c'est que l'approche classique qui consistait à utiliser non seulement l'état civil et puis la nationalité, la carte d'identité, n'est plus suffisante ou n'a pas donné tous les effets escomptés pour pouvoir enrôler toute la population. Donc aujourd'hui, pour renforcer cette approche-là, l'Agence nationale d'identification va être mise en place et elle va coordonner l'immatriculation de toutes les personnes vivant sur le territoire. Donc, les étrangers sont concernés, les Togolais sont concernés. Alors, une fois que vous avez une identité, vous êtes rattaché forcément à un territoire, à une nationalité. L'une des solutions que vient porter cette agence, c'est la question de la patridie. Directeur du journal Économie et Développement, j'ai deux questions. La première, ça peut changer sur le MCC. Vous savez que depuis quelques jours, le Togo a eu son classement. Le Togo a pu valider 15 indicateurs au niveau du MCC. Ma première question est de savoir qu'est-ce que le Togolais lambda peut compter avoir comme résultat sur sa vie quotidienne après cette validation. Et ma deuxième question, on a constaté qu'il y a une nette augmentation du budget au niveau du secteur social. Alors, je voudrais savoir pourquoi ce choix encore du gouvernement en 2021.
Le Togo est le deuxième sur 25 pays qui étaient éligibles à ce programme. Et il faut dire les choses clairement. Il y avait 75 pays candidats, il y en a 25 qui ont été retenus, et le Togo est le deuxième. Et donc c'est un score important, c'est un score dont nous devons être fiers. Mais nous devons être fiers d'abord parce que ce score, au fond, c'est vrai, il rentre dans un processus MCC bien évidemment, mais ce sont des réformes qui ont été faites d'abord pour les Togolais. Vous avez vu les ambitions qui ont été exprimées par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui nécessitent que nous changions énormément de façon de faire et en même temps de façon de méthodologie dans la manière dont nous construisons le développement de notre pays. Donc ces réformes, c'est d'abord le résultat qui sont remarqués par nos amis, nos partenaires, sur les efforts que le Togo fait lui-même pour pouvoir atteindre ses propres objectifs à lui. Mais pour reprendre précisément la question sur le MCC, le Togo avait déjà obtenu le threshold avec les excellents résultats que nous avions faits auparavant, pour un montant de 35 millions de dollars, si mes souvenirs sont bons. Et ce programme, pour voir qu'est-ce que ça donne concrètement sur la vie du Togolais individuellement, il était axé sur 2 points principaux. Le premier, c'est l'amélioration d'éthique, de toutes les technologies de l'information, de la communication. Et vous savez combien nos compatriotes sont demandeurs d'accès à Internet, améliorer la digitalisation. Toutes ces réformes sont faites dans le cadre, entre autres, de ce partenariat qui sera fait par le MCC. Et puis, il y a une deuxième branche de la réforme qui concernait la réforme du foncier. Et le threshold, par exemple, va mettre l'accent sur les réformes du foncier. Et vous savez tous les problèmes que nous avons sur le foncier, que nous avons commencé à résoudre, notamment avec la nouvelle loi adoptée depuis 2018 sur le foncier, et tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour la digitalisation de l'immatriculation. Nous avons évoqué également les efforts qui sont faits par le gouvernement depuis la loi rectificative 2020 pour réduire les frais d'immatriculation des immeubles. On est passé de 5% à 1,5%. On le reconduit encore pour l'exercice 2021. Et donc, tous ces bons scores permettent aux Togolais d'avoir ce genre de résultats qui sont des résultats très concrets. Mais encore une fois, il s'agit d'abord de réformes que nous faisons pour améliorer nos propres objectifs, faire en sorte que nos compatriotes soient à l'aise en ce qui concerne le foncier, en ce qui concerne l'accès aux techniques, aux technologies de l'information et de la communication. L'augmentation notable du budget axé sur le secteur social n'est qu'une résonance de la vision du chef de l'État et de la déclaration de politique générale du Premier ministre. En réalité, si vous regardez autour de nous, le Togo est le pays où l'inclusion est la plus élevée, l'inclusion sociale. Mais la perception du changement est un élément qui varie. Donc, l'action doit être constante sur l'inclusion sociale, la cohésion sociale, pour que nos compatriotes puissent non seulement ressentir cette inclusion, mais vivre pleinement cette inclusion sociale. Et pour ce faire, ce sont les axes sociaux, notamment la protection sociale, la santé, l'agriculture. On considère que c'est un élément décisif aussi pour que le citoyen se sente citoyen dans son pays, qu'il vive pleinement sa citoyenneté et qu'il soit heureux d'être au Togo. Donc, mettre autant de moyens sur le volet social n'est qu'une manifestation finalement du programme politique du chef de l'État. Peut-être juste pour ajouter une phrase sur ce que mon collègue vient de vous dire par rapport à cela. Naturellement, le président de la République a souhaité donner un signal fort à nos compatriotes sur ce qu'aujourd'hui, nos préoccupations sont sur les questions sociales et économiques principalement, avant d'autres sujets. Et nous voulons, vous avez évoqué tout à l'heure ce que ressent le Togolais. Le Togolais, c'est-à-dire l'individu. Comment est-ce que le panier de la ménagère, la santé des Togolais se ressent? Naturellement, c'est un signal important qui a été fait dans ce budget. Et je rappelle que c'est plus de 53% du budget 2021 qui est consacré au social, la santé et tous les autres éléments que nous avons évoqués. Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 13 novembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2627, 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1856, 41 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 711 et le nombre de décès est de 60. Situations rendues publiques ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa.
Et notre communiqué également, le ministre de l'Environnement, des Ressources forestières informe les populations des villages d'Aplomé, de Djové, d'Adoglové et de Lomegnon-Kopé dans la commune d'Agonivé 6, préfecture d'Agonivé, et de leurs environs, ainsi que toute personne intéressée par la phase 1 du projet plateforme industrielle d'Adeti-Kopé, que dans le cadre du processus d'évaluation du rapport d'étude d'impact environnemental et social du dit projet, les copies du rapport sont déposées du 16 au 20 novembre 2020 pour consultation au lieu suivant: dans le bureau de la préfecture d'Agonivé, dans le bureau de la commune d'Agonivé 6, au domicile des chefs des villages d'Aplomé, de Djové, d'Adové et de Lomegnon-Kopé, au domicile des présidents de CVD de villages d'Aplomé, de Djové, d'Adoglové, de Lomegnon-Kopé, dans le bureau de la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime, dans le bureau de la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières d'Agonivé et dans les bureaux de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. Les documents sont accessibles tous les jours ouvrables suivant les horaires ci-après: matin 8h à 11h30, après-midi 15h à 17h. Un cahier est mis à disposition dans chaque lieu pour inscription des observations et commentaires par toute personne qui le souhaite. Les consultations du public auront lieu du 24 au 27 novembre 2020 dans les villages d'Aplomé, de Djové, d'Adoglové, de Lomegnon et Kopé. Pour d'amples informations, les populations sont invitées à s'adresser à l'Agence nationale de gestion de l'environnement à Lomé 6 au 575 rue de l'Ocam 01 BP 22 44. Lomé Togo, téléphone 90 16 96 71 90 11 71 31. Email ange@environnement.gouv.tg. Les jours ouvrables. Communiqué signé par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folie Bazi. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.